Salut à tous, salut à tous et bienvenue dans ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. Vous entraîner à l'examen. J'assure sur vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français, niveau baccalauréat, texte, extrait d'Antigone et de Jean Anouilh, pages 91 et 92 du roman. Je répète, pages 91 et 92 du roman. Texte. Je lis le texte. Antigone dans un souffle. Oui. Crayon, tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien oiseuse. Je t'assure, tu as ce trésor, toi encore. Antigone, oui, Crayon. Rien d'autre ne compte, et tu allais le gaspiller. Je te comprends. J'aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un peu criant, maigre et pâle comme toi et qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est un eau que les jeunes gens laissent couler dans le savoir, entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains, vite, retiens-la, tu verras, cela deviendra une petite chose dure et simple, quand grignote, assis au soleil. Ils te diront tout le contraire, parce qu'ils ont besoin de ta force et de ton élan. Ne les écoute pas, ne m'écoute pas quand je ferai mon prochain discours devant le tombeau d'Étiocle. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras toi aussi. Trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore, mais de découvrir cela, tu verras, c'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Antigone murmure, le regard perdu. Le bonheur, Crayon a un peu honte soudain. Un pauvre mot, hein. Antigone doucement. Quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle? La petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Crayon hausse les épaules. Tu es folle, tais-toi. Les questions de compréhension. Quel est le sentiment dominant qui émane de la réponse d'Antigone au début de cet extrait? Question 1. Quel est le sentiment dominant qui émane de la réponse d'Antigone au début de cet extrait? La réponse, la résignation. Le oui dans un souffle suggère qu'Antigone est résignée face à son sort et aux arguments de Crayon. Question numéro 2. Que révèle l'affirmation de Crayon? Tu as toute ta vie devant toi. Question 2. Que révèle l'affirmation de Crayon? Tu as toute ta vie devant toi. La réponse, Crayon essaye
de persuader Antigone de choisir la vie et de renoncer à son projet. Il cherche à la dissuader en lui rappelant qu'elle a encore beaucoup à vivre. Question 3. Comment Créon qualifie-t-il leur discussion? Pourquoi? Question 3. Comment Créon qualifie-t-il leur discussion? Pourquoi? La réponse, il qualifie d'oiseuse. Il la qualifie d'oiseuse car il considère qu'elle est futile. Elle ne mène à rien. Il pense qu'Antigone est têtue et ne changera pas d'avis. Question 4. Quel dilemme Antigone semble-t-elle poser à Créon concernant les conséquences de ses décisions? Question 4. Quel dilemme Antigone semble-t-elle poser à Créon concernant les conséquences de ses décisions? La réponse, Antigone sous-entend que Créon devra choisir qui laisser mourir en détournant le regard, mettant en lumière les compromissions morales de son pouvoir. Question 5. Comment Créon réagit-il face à la détermination d'Antigone? Question 5. Comment Créon réagit-il face à la détermination d'Antigone? Créon hausse les épaules et lui dit de se taire, montrant son irritation et son refus d'accepter la position d'Antigone. Il cherche à clore la discussion de manière autoritaire. Passons maintenant aux questions d'analyse et de langue. Première question, identifier et analyser la figure de style présente dans l'expression « tu as toute ta vie devant toi ». Je répète la question. 1. Identifier et analyser la figure de style présente dans l'expression « tu as toute ta vie devant toi ». La réponse, il s'agit d'une métaphore. La vie est présentée comme un espace à parcourir, soulignant les nombreuses opportunités d'Antigone pourrait avoir si elle choisissait de vivre. Question numéro 2. À quel niveau de langue appartient l'expression « tu es folle, tais-toi » ? Justifiez votre réponse. Question 2. À quel niveau de langue appartient l'expression « tu es folle, tais-toi » ? Justifiez votre réponse. Cette expression appartient, la réponse, cette expression appartient au niveau de langue courant, voire familier. L'impératif « tais-toi » est direct et sans formalité, ce qui est caractéristique du langage familier. Question numéro 3. Analysez la structure de la phrase. Notre discussion était bien oiseuse. T'assure. Identifier la proposition principale et la proposition subordonnée. Si existante. Existante. Je répète la question 3. Analyser la structure de la phrase. Notre discussion était bien oiseuse. Je t'assure. Identifier la proposition principale et la proposition subordonnée. Si existante. La réponse. La proposition principale. Notre discussion a été bien oiseuse. Et la proposition subordonnée, je t'assure, est une incise ajoutant une emphase à l'affirmation principale. Question numéro 4. Quels sont les thèmes principaux abordés dans cet extrait? Question 4. Quels sont les thèmes principaux abordés dans cet extrait? La réponse, les thèmes principaux sont le dilemme moral, le pouvoir contre la conscience individuelle et la résignation face au destin. Question numéro 5. Comment le langage de Créon révèle-t-il son caractère? Question 5. Comment le langage de Créon révèle-t-il son caractère? La réponse, le langage de Créon révèle son autoritarisme et son pragmatisme. Il utilise des arguments rationnels et des tentatives de persuasion pour manipuler l'Antigone, mais finit par céder à l'irritation et à l'ordre. Question numéro 6. Remplacez l'expression « tu es folle » par une expression appartenant au registre soutenu.
Question 6. Remplacez l'expression tu es folle par une expression appartenant au registre soutenu. La réponse, vous êtes insensé ou votre attitude relève de l'égarement. La réponse, pour le registre soutenu, vous êtes un insensé ou votre attitude relève à l'égarement. Question 7. Quel est l'effet produit par l'emploi de phrases courtes dans cet extrait? Quel est l'effet produit par l'emploi de phrases courtes dans cet extrait? La réponse. L'emploi de phrases courtes crée un rythme rapide et accentue la tension dramatique. Cela donne un sentiment d'urgence et de conflit. Question 8. Identifiez le champ lexical dominant dans les répliques de Crayon. Question 8. Identifiez le champ lexical dominant dans les répliques de Crayon. La réponse, le champ lexical dominant est celui du pouvoir et de la raison d'État. Question numéro 9. Comment cet extrait illustre-t-il le conflit entre Antigone et Créon? Question 9. Comment cet extrait illustre-t-il le conflit entre Antigone et Créon? La réponse. Cet extrait illustre le conflit entre Antigone et Créon à travers leur position diamétralement opposée. Antigone est guidée par sa conscience et ses convictions, tandis que Créon est motivé par la raison d'État et la préservation de son pouvoir. Question 10. Quelle est la visée argumentative? Quelle est la visée argumentative de Créon? Dans cet extrait, la visée argumentative de Créon est de convaincre Antigone d'abandonner son projet en utilisant des arguments pragmatiques et en faisant appel à son instinct de suivre. Passons maintenant à la production écrite. Voilà, la production écrite, cette expression écrite réécrit de manière fluide la structure pour les pages 81 et 82 du roman Antigone. L'énoncé de cette expression écrite. Dans Antigone, le conflit entre la loi humaine et la loi morale est central. Pensez-vous qu'il est toujours justifié de désobéir à la loi établie au nom de ses convictions personnelles? Je répète le sujet. Dans Antigone, le conflit entre la loi humaine et la loi morale est central. Pensez-vous qu'il est toujours justifié de désobéir à la loi établie au nom de ses convictions personnelles? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif structuré en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre ou de l'actualité. La question, développez votre point de vue dans un texte argumentatif, structuré en vous appuyant sur des exemples précis tirés de l'œuvre ou de l'actualité. Donc les arguments et les exemples. Critères de correction, conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte, correction de la langue, mise en page et ponctuation. Et finalement, voilà une correction de la production écrite. Possible. La pièce Antigone de Sophocle, reprise par Jean Anouilh, met en lumière un conflit fondamental entre la loi humaine, incarnée par Créon, et la loi morale, donc humaine et morale, défendue par Antigone. Cette opposition soulève une question éthique intemporelle. Est-il toujours justifié de désobéir à la loi établie au nom de ses convictions personnelles? La désobéissance civile, bien que risquée, peut s'avérer nécessaire lorsque la loi positive entre
La loi positive entre en contradiction flagrante avec les principes moraux universels. D'une part, la primauté de la conscience individuelle justifie la désobéissance à une loi jugée injuste. Antigone, par exemple, brave l'édit de Créon interdisant d'entrer son frère Polynice, car elle estime que la loi divine, qui impose le respect des morts, surpasse toute autre considération. Sa conviction profonde et inébranlable la pousse à agir malgré les conséquences, illustrant ainsi la force de la conscience morale face à l'arbitraire du pouvoir. De même, dans l'histoire, des figures comme Martin Luther King ont désobéi aux lois ségrégationnistes aux États-Unis, motivés par leur croyance en l'égalité et la dignité de tous les êtres humains. Ces actions, bien que illégales, ont contribué à des changements sociaux majeurs. D'autre part, la désobéissance peut être un rempart contre la tyrannie, lorsque la loi divine, lorsque la loi devient un instrument de pression. La résistance individuelle au collectif devient un devoir moral. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo dénonce l'absurdité de la peine de mort, incitant le lecteur à remettre en question la légitimité d'une loi qui viole le droit fondamental à la vie. Les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale ont également bravé les lois nazies pour sauver des vies et défendre les valeurs de liberté et de justice. Cet exemple montre que la désobéissance, même au prix de grands sacrifices, peut être un acte de résistance essentiel contre un pouvoir injuste. En conclusion, la désobéissance à la loi établie au nom de convictions personnelles est justifiable lorsque cette loi viole les principes fondamentaux de la morale et de la justice. Antigone nous enseigne que la conscience individuelle et le respect des valeurs humaines doivent parfois primer sur l'obéissance aveugle à une loi injuste. Cependant, il est crucial que cette désobéissance soit motivée par des convictions sincères et désintéressées et qu'elle s'inscrive dans une démarche de recherche du bien commun. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.